Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il n'y a personne qui va, comme à l'école, te dire « Ok, 20 sur 20, bien joué, t'as bien réussi, t'as validé ton test, etc. » Ça n'existe pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça oblige à douter tous les jours, tous les 4 matins. Et dans ce nouvel épisode, nous sommes toujours en direct du salon Go Entrepreneur, en direct de la Défense Arena. Aujourd'hui, je suis avec Simon Parisot, qui est CEO et fondateur de Blank. Salut Simon, comment tu vas? Salut Valentin, très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Donc tu vois, un setup un peu spécifique pour cette nouvelle saison, qui, je le rappelle, est en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est qui nous accompagnent. Donc merci de leur soutien. Il va falloir que tu nous parles de toi. Il va falloir que tu nous parles de Blank, il va falloir que tu nous parles des entreprises que vous accompagnez, de la solution que vous proposez. Commençons par le début, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit CV de l'invité? Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et d'où tu viens? Voilà. Très bien. Alors, je vais commencer. Je m'appelle Simon Parisot. Je suis CEO et fondateur de Blank, pour commencer par la fin. J'ai 33 ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors pour faire un petit CV de l'invité, j'ai toujours été dans la tech, l'ingénierie, l'informatique, les produits globalement. C'est ma formation, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Ingénieur de formation? C'est les études que j'ai faites. J'ai fait une école d'ingénieur, 2 écoles d'ingénieur. Et j'ai commencé beaucoup là-dedans. J'ai fait la première partie de ma carrière dans les technologies, en accompagnant des grosses boîtes, des moyennes boîtes dans leur changement technologique. Et en parallèle, en bossant plutôt en perso, sur des petits projets perso, fabriquer des produits, fabriquer des sites, je t'en parlerai, tout un tas de choses. Mais ça a toujours été plutôt ma passion. Et puis il y a 4 ans, un petit peu plus de 4 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Créer des entreprises de plus en plus dans le domaine aussi financier, paiement, banque. Et in fine, il y a maintenant 3 ans, ça a donné Blank. Je me suis lancé là-dedans avec quelques associés il y a 3 ans. On s'est lancé sur le marché il y a 2 ans. Et maintenant, c'est une néobanque pour les indépendants. Je t'en parlerai un peu plus, une 60aine de personnes et bientôt 2 pays. Voilà. Merci Simon pour la belle introduction. Il va falloir que tu me racontes un petit peu aussi ton parcours. Tu as dit ingénieur de formation centrale, c'est ça? Centrale Supélec, ouais, c'est ça. Supélec initialement, puisque c'était séparé quand j'ai fait mes études. Ouais. Mais voilà. Qui a changé de nom. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de la solution Blank? Il va falloir que tu nous expliques comment ça fonctionne. Le compte professionnel qui accompagne les entrepreneurs. L'accroche, c'est leur permettre de se concentrer sur l'essentiel pour que tous les enjeux liés au compte pro, à la finance, etc. Administratif, etc. Ouais. On le met de côté pour se concentrer sur son business. C'est quand même ce que, en tant qu'entrepreneur, on aime bien faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Tu m'as parlé de néobanque. On va rebondir évidemment dessus. Qu'est-ce que tu entends déjà par néobanque? Et qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors, plusieurs questions. Si j'essaie de répondre à plusieurs. Déjà, qu'est-ce qu'on propose? Tu l'as très bien dit. On propose une solution, un compte pro, un ensemble d'outils autour qui permet à nos clients qui sont des petits professionnels, des indépendants, des freelances, donc dans plein de métiers différents, de passer beaucoup moins de temps à gérer leur boîte, faire de l'administratif, des factures, de la comptabilité, des déclarations, et passer beaucoup plus de temps juste sur leur métier. Ça permet soit de passer plus de temps sur son métier, comme je disais, soit juste de passer ses soirs et week-ends avec sa famille, ses amis, ce qui est beaucoup plus sympa que de faire de la paperasse. Et pour ça, en fait, d'où c'est venu, on a eu cette idée de Blank et on a construit Blank en partant de 2 grosses expertises et 2 grosses observations. D'un côté, avec mes associés, on a commencé à explorer l'univers de la création d'entreprise, comment accompagner justement ces entrepreneurs dans toute la création, la gestion de leur entreprise, et on a découvert toute cette complexité qu'il y avait derrière. Et de l'autre côté, moi j'ai beaucoup bossé, notamment ces dernières années, dans tout ce qui est plateforme de paiement, tout ce qui est plateforme financière, etc. Et on avait de plus en plus les clés pour aller créer un compte pro pour ces indépendants et créer tout ce qu'il y avait autour, toute la technologie autour, pour savoir justement retirer la complexité dans la création d'entreprise. Et donc avec ces 2 expertises, on a rassemblé les 2. Et il y a 3 ans, on s'est lancé dans ce projet de créer une plateforme complète où à partir du compte, on arrive à t'enlever comme ça un maximum de complexité et d'administratif. Et sur le côté néobanque, c'est le mot-clé que tu nous as donné. Nous, on pense évidemment assez rapidement à banque en ligne. Quelle est la différence entre ces 2 concepts? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que juridiquement, ces mots sont exploitables facilement? De quoi on parle? Parce qu'effectivement, il y a des banques en ligne qui sont définies par certains éléments. Qu'est-ce que toi, tu entends par néobanque? Comment on fait la différence sur tous ces termes un peu techniques? Alors, c'est une très bonne question et il y a 40 réponses différentes qu'on pourrait y donner. Je vais essayer de
de donner un peu deux visions là-dessus. Déjà, la première chose, si on parle un peu juste du réglementaire sur lequel tout le monde sera d'accord, il y a les banques et ceux qui ne sont pas des banques. Donc les banques, on parle par exemple de Crédit Agricole, Société Générale, Boursorama est une banque aussi, etc. C'est ceux qui ont un agrément, qui ont le droit de faire de la banque, et notamment, ce que ça veut dire faire de la banque, c'est faire du crédit. Ça, c'est un certain type d'établissement dont, en très très grande majorité, ne font pas partie ce qu'on appelle les néobanques. Donc, par exemple, des N26, par exemple, des Memo Bank créés plus récemment, par exemple, Blanc. Nous, on choisit de faire plutôt ce qu'on appelle du paiement, c'est-à-dire de pouvoir gérer l'argent de nos clients, mais en aucun cas leur prêter. Voilà, ça, c'est une différence un peu technique, un peu réglementaire. La différence qui est beaucoup plus intéressante entre banque en ligne et néobanque, c'est ce que ça apporte aux clients, parce que finalement tout le monde ne vient pas chez nous forcément ou ne vient pas dans une banque traditionnelle pour du crédit. Qu'est-ce que ça change vraiment pour le client? En général, chez une néobanque, par rapport à une banque en ligne ou même une banque traditionnelle, on va trouver un produit qui avance beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus moderne, avec une capacité d'innovation qui est plus rapide. Tous les mois, une nouvelle fonctionnalité. C'est ce qu'on va trouver dans quasiment toutes les néobanques pour les particuliers et dans toutes les néobanques pour les entreprises, et notamment aussi chez Blanc. Pourquoi ça? Il y a une vraie différence fondamentale, c'est que d'un côté, une banque en ligne, si je le dis un peu simplement, c'est des banquiers qui ont essayé de prendre les codes techniques, les codes digitaux pour essayer de un peu mieux faire leur boulot, et c'est des banquiers. De l'autre côté, une néobanque, c'est plutôt en général des personnes de la tech, des personnes expertes en entreprise comme chez nous, qui sont rassemblées en disant on va essayer de comprendre comment faire une banque, et on va s'appuyer sur les façons de faire de la banque, mais à la base, nous, on fait de la tech, on fait de la création d'entreprises, et donc on va s'appuyer sur les codes de la banque pour essayer de faire quelque chose qui soit utile à nos clients. Et donc en fait, en partant de deux endroits différents, avec des expertises différentes, on arrive tous les deux à faire des comptes pour nos clients, mais de façon radicalement différente, et ça permet de comprendre aussi pourquoi il y a beaucoup plus d'innovation, et ça va beaucoup plus vite dans des néobanques par rapport à des banques en ligne. En parlant d'innovation, je rebondis dessus, quels sont les éléments un peu différenciants de Blanc sur ce marché? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un accompagnement dédié, un conseiller dédié, des add-ons un peu sympas? Qu'est-ce qui fait que demain, j'ai envie de te rejoindre, si je lance ma boîte, je sais pas, je fais de la pâtisserie, je monte un projet, pourquoi je viens de voir toi? Alors je disais tout à l'heure, on le fait un compte pro pour tous ces indépendants, tout ce que tu disais, si tu veux faire de la pâtisserie, si tu veux devenir chauffeur de taxi, si tu veux devenir freelance développeur. La base de ce qu'on fait, c'est un compte pro. L'énorme valeur ajoutée qu'il y a chez Blanc, c'est tout ce qu'il y a autour du compte pro, tous les services qui sont autour. Je le disais tout à l'heure, on accompagne nos clients dans gérer leur entreprise et leur enlever un certain nombre de tâches administratives. Donc chez Blanc, vous pourrez avoir le compte, la carte, les moyens de payer et de se faire payer, mais en plus et surtout des moyens de gérer toute votre facturation, vos devis, le suivi des clients, etc. Des moyens aussi de gérer votre comptabilité. Alors on ne fait pas l'expertise comptable en tant que telle, pas encore. Par contre, ce qu'on fait, c'est tout l'accompagnement pour que ça soit pas du tout complexe à faire et accompagné vis-à-vis de son expert comptable. Donc par exemple, permettre de gérer ses notes de frais, on les prend en photo, c'est catégorisé automatiquement, c'est analysé, gérer ses justificatifs, gérer sa catégorisation comptable, toutes les choses qui sont un peu galères à faire, qui sont un peu longues, on va pouvoir les gérer comme ça chez Blanc. Il y a une autre chose aussi qu'on fait qui marche très très bien auprès de nos clients, c'est toutes les déclarations et paiements à l'URSSAF. C'est très simple pour nos clients qui nous rejoignent, qui sont éligibles à ça. On gère tout l'URSSAF. C'est quand même le sujet. En vrai, la barrière, elle est là. On va se dire les choses clairement. La vraie barrière, elle est sur le rapport avec les institutions, notamment l'URSSAF. C'est exactement ça. Et puis, l'URSSAF, à un moment donné, si on passe des mois à comprendre exactement comment il faut faire, c'est faisable. Il y a plein de gens qui y arrivent. Mais bien sûr. En fait, juste qui a envie d'aller faire ça quand on se lance pour être, tu disais, pâtissier tout à l'heure, on n'a juste pas envie en général d'aller se plonger là-dedans avec les risques que ça implique. Est-ce que je déclare bien? Est-ce que si je déclare mal, j'aurai combien d'amendes, etc. En général, les clients viennent nous voir plutôt pour ça en disant moi je veux vous laisser faire ça, vous le ferez mieux que moi parce qu'on a toutes les informations qui tombent directement sur le compte, et nous on a des partenariats avec l'URSSAF qui nous permettent automatiquement de déclarer et d'enlever cette charge mentale à nos clients indépendants. Oui, parce qu'en vérité, souvent quand des fois on prend des pénalités, c'est pas parce qu'on est malhonnête, c'est souvent parce que des fois on sait pas faire ou on a mal rempli le dossier ou autre, et c'est vrai que c'est une grosse charge mentale, et je pense que tu fais bien de le souligner, cet aspect un peu plus institutionnel, et la collab, du coup, le partenariat que vous avez avec l'URSSAF peut quand même arriver à soulever certains freins pour ces profils-là qui ont envie de se lancer, mais qui se disent tiens, est-ce que moi j'ai les épaules de gérer l'administratif? C'est putain ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu as envie de monter ta boîte? Est-ce que tu as envie d'y aller? Nous, on est là pour t'accompagner. C'est un peu le sentiment que j'ai quand j'écoute ce que tu me dis. Il y a un vrai accompagnement qui est fait, et vous rendez aussi service à cet univers-là. Donc évidemment c'est un business, évidemment c'est votre boîte et il y a un modèle d'affaires évidemment, mais il y a aussi ce côté un peu, on retrouve un peu du sens parce qu'on solutionne et on facilite un peu l'accès au projet entrepreneurial à pas mal de gens au final.
Ça me fait très plaisir ce que tu dis là parce que c'est exactement ce qu'il y a au cœur de notre ADN, c'est se dire, évidemment c'est un business, mais surtout on est bien si on réussit à permettre à un maximum d'entrepreneurs d'aller se lancer sans avoir peur du risque, sans avoir peur de est-ce que je vais me prendre des pénalités, comment je vais gérer les impôts, comment je vais gérer mes factures, etc. Si on peut enlever un peu de charge mentale, un peu de risque associé et qu'on permet à plus de gens de sauter le pas et d'aller se lancer quel que soit leur métier, on aura réussi ce qu'on veut faire. Et on essaie de faire ça sur un maximum d'indépendants déjà en France, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant. On commence à sortir des frontières aussi pour aller faire ça. Notre but, c'est d'aller accompagner un maximum d'entrepreneurs qui se lancent. Est-ce que Blank peut se plugger à d'autres outils? Est-ce que, je sais pas, j'ai déjà un Pipedrive ou autre, est-ce qu'on peut implémenter Blank dessus? Est-ce qu'il y a des outils qui vont arriver chez vous? Est-ce que tout se fait chez vous? Est-ce qu'on peut bosser avec d'autres outils qu'on a déjà intégrés? On a les deux façons de faire. C'est-à-dire d'un côté, on travaille sur un outil, ça a toujours été ce qu'on fait et ce qu'on va continuer à faire. On essaie de travailler sur un outil qui soit le plus possible tout en un. C'est-à-dire un client, notre client typique, il est tout seul dans son entreprise, il a souvent, dans la moitié des cas, pas d'expert comptable. Donc on essaie de lui fournir un outil qu'il n'a pas besoin de brancher autre part, sur lequel il va trouver tout ce qu'il lui faut pour gérer son entreprise. On sait aussi que dans un certain nombre de cas, il faut se brancher soit à certaines personnes, par exemple l'expert comptable, soit à des outils, un CRM, un outil tiers de gestion de facture, un outil de financement par exemple, etc. C'est quand même tout ça, ça vit en écosystème. Donc on a aussi développé tout ce qu'il faut. Là, on parle d'API techniques, de systèmes de connexion qui permettent à des outils tiers, par exemple un CRM, t'en parlais, de pouvoir se connecter à Blank, de récupérer toutes les données qui sont importantes et de fonctionner comme ça. Voilà. Parce qu'au final, c'est bien de réfléchir. J'ai l'impression que c'est une question un peu logique que je pose, mais pour nous, c'est logique d'avoir le CRM, d'avoir les clients, le funnel, le devis, la signature sur le même outil, en tout cas implémenter tous les outils ensemble. Mais pour des commerciaux, c'est logique aussi, mais pour des entrepreneurs, cette méthode de travail-là, elle n'est pas forcément ultra logique et elle n'arrive pas de manière innée. Il faut comprendre que tu gagnes du temps, c'est plus simple. Donc il y a aussi ce côté-là, on facilite aussi l'usage. Plus on développe un business, plus on a besoin de gagner du temps là-dessus et pas d'en perdre. Souvent, c'est une histoire de maturité dans l'entreprise. Quelqu'un qui se lance depuis le début, de zéro, va en général chercher à avoir, ce que je disais, un outil un peu tout en un. Je ne vais pas aller chercher 10 outils différents que je vais brancher les uns les autres. Par contre, quelqu'un qui se développe un peu plus, qui a plus de chiffre d'affaires, qui a une entreprise plus importante, qui potentiellement commence à recruter, souvent un outil tout en un, et on est très honnête là-dessus, un outil tout en un va plus suffire. Et donc, il faudra commencer à aller chercher des outils un peu plus spécialisés. Et dans ce cas-là, on passe dans cette logique de on les branche les uns aux autres, et notamment tout est branché au compte. Et là, on donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse aller se brancher à notre compte Blank et récupérer toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner d'autres outils comme ça. Aujourd'hui, chez Blank, vous êtes combien, tu m'as dit ? On est presque une soixantaine maintenant, avec donc une galaxie de personnes, une soixantaine de salariés, beaucoup de freelances, d'indépendants qui bossent autour de nous. On aurait tort de ne pas s'appliquer exactement les méthodes des gens pour qui on bosse. Et de plus en plus, j'en parlais tout à l'heure, on travaille sur l'externalisation, l'internationalisation. On commence à se lancer là en Italie, donc on commence à recruter aussi en Italie. Donc là, on repart un peu de zéro, ça fait plaisir. On a l'impression de revenir un peu au début, faire les premiers recrutements, transformer le produit, etc. Et je vais te piéger, hein, Simon, évidemment. Comment on prononce Blank du coup en italien ? Est-ce que vous avez une idée ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour l'instant, on est parti sur Blank, mais on attendra que les clients italiens nous disent comment ils le prononcent et on s'adaptera à ça. C'est hyper intéressant et on peut faire une parenthèse là-dessus, mais effectivement, les business, en tout cas les marques à l'étranger, ont parfois pas le même nom. Donc Coca-Cola versus Coke, tu vois, le nom change. Et c'est important aussi de comprendre parce que parfois il y a des mots qui nous ne veulent rien dire ou qui n'ont pas d'impact direct en France et qui à l'étranger sont soit des insultes, soit des mots qui sont pas très glorieux, soit des mots qui ne marchent pas, tu vois. Et c'est toujours intéressant et je pense que ce boulot que tu es en train de faire, il est aussi important dans la vie d'un patron de boîte parce que si le projet il est bon mais que derrière le market, et tu dois le savoir, suit pas, vous allez mettre de l'oseille et ça va partir à l'étranger et vous allez vite revenir, je pense. Ouais, et puis c'est probablement la première chose qu'il faut regarder parce que ensuite c'est plus important, mais au tout début, est-ce que ma marque a une chance de me nuire sur un nouveau marché ? Et en plus avec un mot qui est un peu dans le langage commun en anglais comme Blank, faire attention à comment c'est perçu dans chaque pays. On avait analysé ça au tout début quand on s'est lancé en France, déjà dans toute l'Europe. Est-ce que globalement c'est un mot qui peut passer ? Notre résultat c'est plutôt oui, mais effectivement c'est les premières choses qu'on a regardées. Mais une fois qu'on se dit la marque peut pas nuire, mais dans ce cas-là, ça dépend plus de la marque, ça dépend du marketing qu'on va faire autour. Ouais. Vous êtes une soixantaine, tu as combien d'associés aujourd'hui ?
Alors on est deux cofondateurs présents dans la boîte, Charles-Henri et moi, Charles-Henri qui est responsable des opérations. Et globalement, toute la boîte est dirigée avec un comité de direction de 4 personnes. On a notre directeur marketing qui est pas très loin de moi, Charles-Henri dont je parlais en responsable des opérations, et Sana qui est directrice des marchés, qui est celle qui est responsable du lancement en Italie. Voilà. Parle-moi un peu de Charles-Henri et de votre bromance. Raconte-moi un peu d'où vient la collab, ce que vous partagez, est-ce que vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école. Est-ce que c'était après? Est-ce que c'était avant? Non, on s'est rencontrés beaucoup plus tard que les bancs d'école avec Charles-Henri. On aurait eu du mal, je pense, à se rencontrer sur les bancs d'école puisque lui vient d'HEC, moi je viens de Supélec. Mais on s'est rencontrés plus tard au moment où j'ai lancé, on était 4 sans Charles-Henri à ce moment-là, à lancer une autre entreprise en 2018 qui s'appelle La Fabrique, qui est un startup studio. Et le principe de Startup Studio, c'était de lancer des produits et derrière de les transformer en entreprise si ça fonctionne bien. Et c'est toujours le principe. Je l'ai quitté depuis. Et on a commencé à travailler. On a recruté Charles-Henri à ce moment-là. On a commencé à travailler ensemble quand c'était tout petit. Et avec Charles, justement, j'appelle Charles en général, on a commencé à travailler, lui, plutôt sur la création d'entreprise, l'accompagnement des entrepreneurs. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Plutôt cette expertise de comment on crée une entreprise et c'est quoi les complexités derrière. Et moi, beaucoup plus, c'était un peu ma formation et ma passion sur les aspects tech, comment on fait du paiement, comment on a des plateformes qui permettent d'accompagner sur des comptes, des financements, des moyens de paiement, etc. Et c'est un peu en assemblant justement ce que faisait Charles, ce que je faisais. Puis il y avait un troisième larron qu'il faut absolument que je mentionne qui s'appelait Paul-Henri, qui nous accompagnait aussi là-dessus. On a rassemblé ces deux expertises avec ces 3 personnes-là et ça a donné naissance fin 2019, début 2020 à Blanc, en rassemblant comme ça les expertises de Charles et Paul sur la création d'entreprise et la mienne plutôt sur les aspects plutôt techniques. Comment aujourd'hui tu as switché ta casquette d'entrepreneur à celle de patron de boîte qui doit gérer une 60aine de personnes? C'est pas le même métier. J'imagine que quand tu es 3, ensuite 4, après 10, après 20 et ensuite 60, les enjeux sont pas les mêmes. Tu te délestes et tu délègues certaines choses et en même temps tu dois rester présent. Comment tu gères ça? Moi j'ai eu 2 gros changements en fait depuis le lancement de Blanc. Il y a celui que tu mentionnes, c'est quand tu passes de 3-4 personnes au début de la boîte à 60 maintenant. Ça c'est un premier gros changement. L'autre gros changement qu'il y a eu, c'est j'ai commencé en étant plutôt sur les aspects uniquement techniques de Blanc. Monter les plateformes, monter l'équipe qui a construit tout ça, etc. Et j'ai switché, c'était vers avril 2021, en CEO de l'entreprise. Ça fait aussi un vrai changement de lâcher un peu plus, parce que c'était obligatoire, lâcher un peu plus les aspects produits et se concentrer sur toute la gestion d'entreprise au global et toute la stratégie d'entreprise. Ça demande aussi un vrai changement de mindset. Ouais. Malheureusement aussi, je dirais, on est, je pense, trop peu formé dans les écoles d'ingénieurs à ce que c'est que de monter une boîte et de diriger une boîte. Donc il a fallu que je découvre aussi un certain nombre de choses. Et donc j'ai mélangé un peu les deux challenges. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je me plains pas. Ça s'est très bien passé et je pense que la croissance parle d'elle-même. Mais clairement, c'est d'un côté compliqué. Il faut se remettre en question constamment. Il faut remettre en question son travail et les choses qu'on fait nous-mêmes ou alors qu'on délègue constamment. Et de l'autre côté, c'est passionnant parce que chaque jour, mais vraiment absolument chaque jour, j'ai un nouveau sujet, une nouvelle chose sur laquelle j'apprends, une nouvelle chose auquel j'étais jamais confronté et qu'il va falloir traiter. Alors ça demande d'être un peu motivé chaque matin, mais honnêtement, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là et c'est ça qui est vraiment passionnant, quoi. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu mettrais derrière? Wow, c'est dur comme question. Elle est technique, elle est compliquée parce qu'en même temps tu es dedans, tu sais très bien ce que tu veux dire. Et en même temps, s'il faut redonner une définition, tu dois choisir tes mots et on va t'en tenir pour responsable jusqu'à la fin de l'épisode. Exactement. Bon, l'entrepreneuriat, pour partir sur quelque chose de simple, mais ça me paraît vraiment important, c'est partir de zéro. Et ça change beaucoup de choses. C'est comme ça aussi qu'on peut différencier vraiment un entrepreneur qui crée sa boîte ou qui crée un projet ou quoi que ce soit et quelqu'un qui va rejoindre un projet, une entreprise lancée beaucoup plus grosse. Là, c'est ce qui s'est passé chez Blanc, c'est ce qui s'est passé à La Fabrique que j'avais cofondé précédemment. On est parti de zéro avec une idée, on a cherché des financements, on a cherché comment cette idée devait s'adapter, comment elle était concrétisée avec un produit, avec des premiers clients, et partir complètement de zéro avec personne qui est capable de nous dire voilà comment il faut faire et voilà ce qui va fonctionner. Ça, pour moi, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. Il faut apprendre, il faut être confronté au terrain. Il faut savoir que dans la majorité des cas, on va se planter sur l'idée initiale et il va falloir l'adapter. Et c'est ça qui différencie vraiment le fait de partir sur quelque chose qui est un peu plus balisé, où on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire le taf, mais on sait ce qu'il faut faire. Et c'est la vraie différence, je pense. Tu disais juste avant sur le côté formation qu'en école d'ingé, tu n'es pas tellement accompagné sur la création d'entreprise.
pour toi, qu'est-ce qui serait le mieux si tu devais choisir? Parce que c'est vrai que tu me dis que tu n'es pas forcément bien formé là-dessus, et en même temps, tu as parfois des profils d'école de commerce ou autres qui, eux, sont ultra formés là-dessus, en tout cas, ont plein de cours de compta, de gestion, etc., de market, mais qui foncièrement n'ont pas tellement de compétences techniquement solides. Enfin, comment te dire? Toi, tu as une expertise forte et technique grâce à l'ingénierie. Et après, apprendre à développer ta boîte, bah, tu t'es renseigné, mais tu vendais, en tout cas, tu travaillais avec ton expertise technique. À l'inverse, parfois des écoles de commerce ou de management forment des gens pour faire un peu de compta, un peu de gestion, un peu de market, un peu de CRM, un peu de mailing. Et au final, l'expertise, elle est un petit peu partout, mais pas forcément péchue. Tu vois. Est-ce que tu aurais aimé être plus accompagné? Et est-ce que tu penses que ces profils-là, du coup, entrepreneurs qui sortent d'école de commerce, prennent un peu de retard sur des choses techniques, ou à l'inverse, vont très vite savoir ce qu'ils doivent déléguer et externaliser? En fait, je disais... Parce que ton associé est HEC, donc je veux faire un peu la comparaison. Ben justement, avec l'expérience moi, mon expérience ingénieur, des personnes ayant été formées en école de commerce que je côtoie, et notamment Charles, mon avis là-dessus, c'est que certes, je regrette un peu de ne pas avoir été un peu plus formé sur certains sujets en école d'ingénieur. Enfin, je suis arrivé, j'avais zéro base de compta, de finance, quoi que ce soit, j'ai dû tout apprendre. J'aurais apprécié avoir un tout petit peu plus. Mais par ailleurs, ce qui est très très bien dans et les écoles d'ingénieurs et toutes les bonnes écoles de commerce, dans beaucoup de ces écoles-là, c'est juste d'accompagner sur apprendre à découvrir soi-même. Et en fait, c'est la seule chose qui compte. On est dans un monde maintenant avec, grâce à plein de choses, sur lesquelles l'expertise en tant que telle a pu tant de valeur que ça. C'est-à-dire, tu me donnes n'importe quel sujet, je suis probablement pas expert là maintenant, laisse-moi une semaine, laisse-moi un mois et je vais revenir et je serai très trapu dessus et je pourrais t'expliquer beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'on a accès à un nombre de ressources énorme, parce que aussi la notion d'expertise maintenant change tellement régulièrement. C'est vrai dans la tech, c'est vrai dans la création d'entreprise. La façon dont on fait de la tech ou de la création d'entreprise maintenant est probablement pas du tout la même que dans 2 ans, que dans 5 ans. Ouais. Donc en fait, ça nécessite plus d'être bien formé en école ou au long de sa vie. Ça nécessite surtout d'avoir les capacités, qu'on nous ait donné la formation, qu'on nous ait donné dans l'envie, d'aller à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet sur lequel on n'est pas expert, sur lequel on est un peu flou, d'aller plonger dedans, d'aller le faire avec ses mains, d'aller apprendre. C'est ce qu'on a fait. Moi, c'est ce qui m'a passionné. C'est ce qu'on a fait beaucoup chez Blanc, beaucoup au début. Et je pense que ça, c'est la meilleure formation, plus que de se dire on nous a formé à de la tech, on nous a formé à du légal, on nous a formé, etc. Donc c'est plus le côté mindset et capacité à se confronter, un peu comme la prépa. J'ai un peu cette image là de la classe préparatoire de oui, tu vas apprendre des choses, mais tu vas surtout apprendre une manière de te comporter face à un problème, une manière de travailler, une manière de réfléchir, une manière de te remettre en question régulièrement. Et j'ai l'impression que ce que tu me racontes, c'est un peu ça. C'est pas tant l'expertise technique et ardue qui est importante, mais c'est plutôt est-ce que je vais être en capacité de savoir ce que je dois maîtriser, à combien de pourcentage aussi. Tu as des thématiques sur lesquelles tu peux être bon à 60%. Et tu considères que c'est assez pertinent et c'est assez en termes de pourcentage pour pouvoir continuer ton business. Où il y a d'autres choses, tu devrais être à 90%. Et après, à 90%, c'est que tu ne veux pas externaliser plutôt et trouver quelqu'un qui est à 100%. Donc je trouve ça intéressant sur le côté, c'est plus le mindset, l'état d'esprit et la capacité à enclencher des choses, plus que l'expertise en tant que telle qui, comme tu le dis, peut varier en fonction de l'école, en fonction de... Ouais, c'est exactement ça. Et l'école, la formation globale peut aider à ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui ont fait quasiment aucune étude, qui sont excellents à ça. Mais c'est globalement, et d'ailleurs c'est important dans ta question sur l'entrepreneuriat, c'est globalement cette capacité, ce mindset à se dire, j'arrive sur un nouveau sujet, mon premier réflexe, ça va pas être de potentiellement soit recruter quelqu'un ou prendre un prestataire pour le faire, etc. Non, ça va être de rentrer dedans moi-même, me relever les manches, aller comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, comment je pourrais le faire moi-même, etc. Et en général, à un moment donné, on peut pas tout faire soi-même et donc on va finir par recruter une personne bien plus compétente, par aller chercher un partenaire qui pourra le faire mieux. Mais c'est de le faire soi-même au début. Et ce mindset-là, tu parlais de la prépa, on parlait des écoles d'ingé, de commerce, etc. Donne une méthode, déjà une capacité de travail, ça on l'a beaucoup en prépa, une ouverture d'esprit, une capacité de réflexion, une méthode pour décomposer les sujets. Et tout ça, ce sont autant de choses qui aident quand on arrive devant un problème complexe qu'on ne connaît pas du tout. Moi, je peux donner un petit exemple là, qui nous est arrivé chez Blanc. Quand on a commencé Blanc, une des premières choses, c'est assez évident, mais une des premières choses auxquelles on a été confronté en lançant une néobanque, un compte pro pour les indépendants, c'est la réglementation. La réglementation bancaire, la réglementation des paiements. Et puis globalement, on n'avait pas une connaissance énorme sur le sujet, et j'avais pas une connaissance énorme sur le sujet en commençant. Plutôt que d'aller chercher
je ne sais pas quel cabinet d'avocats, cabinet de conseil ou de recruter un expert sur le sujet. Non, on est parti les premiers mois. On a lu le code monétaire et financier. On a été parler à d'autres néobanques sur le secteur. On a été voir nos amis du Crédit Agricole pour comprendre un peu comment ça se faisait. Il y a plein de façons d'y aller, mais globalement, on a retroussé nos manches pour aller comprendre comment faire les aspects réglementaires qui n'étaient pas du tout notre zone de confort. Et in fine, on a recruté des personnes qui étaient bien plus compétentes là-dessus. C'est maintenant comme ça, heureusement que c'est géré chez Blank, par des personnes dont c'est la formation, dont c'est le métier et l'expertise. Mais au début, on l'a fait nous-mêmes et ça a été vrai sur plein de sujets. Je pense que ça, c'est vraiment au cœur de l'entrepreneuriat, c'est faire soi-même avant ensuite de grossir. Sur le format charbon, on a évidemment une question qui reprend le titre de notre podcast. Il faut que tu nous donnes la définition du terme charbonné. Tu as commencé à y répondre un peu. Ouais. J'aimerais bien que tu me donnes, voilà, toi, ta définition. On a parlé d'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi aller au charbon pour toi? Alors, le charbon, c'est très proche de ce que je disais juste avant. C'est se remonter les manches devant chaque problème et avoir ce mindset de se dire, en fait, je suis capable de le faire moi-même. Peut-être que je trouverai des limites à un moment donné, mais je suis capable de le faire moi-même au début. Et c'est vrai sur monter une entreprise. Et ce que je disais par exemple tout à l'heure, faire des sujets réglementaires. Et c'est vrai sur... je suis assez bricoleur chez moi, sur n'importe quoi dans mon appart. Et je me confronte, c'est un détail, mais je me confronte à la même chose auprès de pas mal de gens avec qui je discute. Ah non, faire un trou dans un mur avec une perceuse, ça a l'air compliqué, etc. C'est con, c'est pas du tout le même sujet que réglementaire, mais c'est le même mindset. C'est... Bah non, en fait, probablement je regarde un tuto sur YouTube, je parle à 3 personnes qui l'ont fait, bah il n'y a pas de raison que je sois pas capable de le faire. Et avoir ce mindset de je le fais moi-même, je suis capable de le faire, et on verra quand j'aurai atteint mes limites pour prendre quelqu'un qui est meilleur. Ouais. Bah pour moi, c'est ça charbonner, c'est se dire je commence, je fais tout ce que je peux, et ensuite il faudra grossir, il faudra scaler. C'est une autre question ça. Charbonner, c'est aussi synonyme de douter. Tu doutes souvent, c'est la vie d'un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton état d'esprit par rapport à ce fameux doute? Comment tu te confrontes au doute? Est-ce que c'est quelque chose qui t'oppresse ou t'es pas à l'aise avec ça, ou à l'inverse ça te stimule un peu? Comment tu gères le doute aujourd'hui? Pour moi, là, quand tu me parles de doute, ce que ça m'évoque, c'est... en fait, il y a une chose particulière dans l'entrepreneuriat et dans le fait de monter comme ça une entreprise, un produit, c'est que tu doutes toujours de ce que tu as construit, et notamment en fait il n'y a pas de très bonne solution. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ça c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça que ça marche, ou alors qui va te dire oui c'est bien ce que tu as fait, bien joué. C'est à un moment donné ta boîte elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Alors c'est bien sûr un peu plus continu entre les deux, mais je veux dire c'est le marché, c'est tes clients, c'est ton chiffre d'affaires qui vont juste te montrer ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il n'y a personne qui va, comme à l'école, te dire ok 20 sur 20, bien joué, t'as bien réussi, ou alors oui c'est bon, t'as validé ton test, etc. Ça n'existe pas dans le monde de l'entrepreneuriat, et ça oblige à douter tous les jours, tous les 4 matins, parce que globalement à chaque fois tu te dis ça peut changer du jour au lendemain, mes clients ils peuvent attendre quelque chose de différent, ou alors je peux avoir fait une modification et c'était une très mauvaise idée. J'ai pas un prof, j'ai pas quelqu'un, ou même un chef en entreprise qui va me dire ok tu as fait ce qu'il fallait, j'ai coché la case. Pas du tout. Il faut apprendre à vivre avec, du coup. Ouais. Faut apprendre à vivre avec, et en même temps c'est ça qui permet de faire des choses qui sont nouvelles, qui sont vraiment utiles, parce que vu qu'il y a personne qui te dit c'est bon t'as coché la case, c'est bon t'as 20 sur 20, c'est en général qu'il y a personne qui l'a jamais fait avant toi, et donc ce doute ça t'aide aussi à défoncer des murs, à aller sur des choses nouvelles qui ont en général jamais été faites. Ça aide, mais c'est vrai que c'est aussi un mindset tous les matins de se dire est-ce que je fais vraiment les bonnes choses, et personne peut me dire si je fais les bonnes choses quoi. Aujourd'hui, avec Blank, tu as dit que vous étiez une 60aine, tu as plusieurs associés. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? C'est une question un peu large, mais j'aimerais bien, moi c'est pour ça qu'on prend le temps de faire ce format aussi, de se dire, est-ce que tu es là où tu voulais être? Est-ce que ce que tu as produit, la marque, le produit, le service, te plaît? Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu penses que tu peux encore faire plus? Est-ce que tu es un éternel insatisfait? Ou est-ce que là, ce que tu as fait te convient? C'est une question qui revient souvent avec les entrepreneurs, parce qu'il y a toujours ce côté... Notre vie, notre business, c'est étape par étape. On augmente, on accélère, on change, on pivote, etc. Donc on a toujours ce côté, on avance. Et lorsqu'on arrive à un certain point de notoriété, de business, on a passé un step, etc., les questions arrivent. Et est-ce que là, pour l'instant, toi, tu te considères être arrivé là où tu voulais? Si oui, ça veut dire quoi? Et sinon, est-ce que tu peux nous parler de où est-ce que tu veux aller? Alors, je sors 2 questions là de ce que tu dis. Il y a est-ce que tu es heureux et est-ce que tu es arrivé là où tu voulais aller? Et les 2 réponses, les 2 questions et les 2 réponses sont très différentes. Est-ce que je suis heureux? Oui, absolument.
parce que cet environnement-là, cette capacité qu'on a avec Blanc, avec toute cette équipe derrière, de faire des choses, elle est magnifique et on a un pouvoir d'avancer qui est énorme. Et ça, c'est exactement ce qui me rend heureux. C'est une capacité à faire qui est décuplée, parce que je ne sais pas tout seul, moi, avec mes mains, mais c'est 60 personnes plus dans l'avenir qui peuvent avancer ensemble. Donc ça, je souhaite ça à tout le monde. Est-ce qu'on est arrivé là où on voulait aller ? Non, absolument pas. On a 10 000 choses à faire encore et ça fonctionne très très bien. J'en suis très content. On a eu une croissance l'année dernière qui est délirante et j'espère bien que cette année on fasse au moins aussi bien. En fait, ça donne envie d'aller, en tout cas moi c'est mon mindset, ça donne envie d'aller encore plus loin, ça donne envie de se dire mais j'en suis qu'au début, il y a encore beaucoup de choses à faire, on regorge d'idées, de choses sur lesquelles on veut soit améliorer, soit lancer des choses nouvelles. Et donc, c'est limite à un moment donné, il ne faut pas tomber dans la frustration de ça va pas assez vite, on aurait pu faire les choses différemment. On a juste un énorme terrain de jeu. On a une très bonne vision de tout ce qu'on veut faire en France, dans plein de pays d'Europe, pour accompagner des indépendants sur du paiement, sur du non-paiement, sur la gestion d'entreprise, sur la création d'entreprise. On a 4000 idées. Ouais. La seule chose qui va nous limiter, c'est notre capacité à faire, c'est la capacité de toute l'équipe à avancer suffisamment vite. Mais donc non, on n'est pas encore, et je pense qu'on ne sera jamais là où on veut aller. On a juste une grosse vision devant nous, une capacité, et on essaie d'y aller le plus vite possible, quoi. C'est intéressant ta réponse, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de slow, tu vois, de retrouver du sens, d'être dans du slow, d'avoir une croissance éthique, en tout cas une croissance raisonnée, etc. Et ça peut aussi parfois créer des zones d'ombre, un peu le côté on a envie de faire plein de choses et on n'est pas encore arrivé là où on veut. Ça peut frustrer, comme tu dis. Il y a ce côté... ça va pas assez vite. Si je le faisais moi-même, ça irait plus vite. On n'est pas encore... Enfin, tu vois. Est-ce que toi, tu prends le temps d'apprécier ces moments aussi ? Est-ce que tu prends le temps de te poser et dire, ok, je suis convaincu qu'on est dans le bon mood, que là, le step, il est bon, ou tu n'arrives pas forcément à savourer, et c'est pas forcément un défaut, ou tu n'arrives pas forcément à savourer, et tu vois que l'après, mais ce qui fait aussi que tu avances vite. Et... Je pense que naturellement, mais c'est probablement vrai sur beaucoup d'entrepreneurs, je suis un peu dans le déséquilibre avant, toujours à regarder plutôt ce qu'on va pouvoir faire après que d'apprécier ce qu'on a actuellement, et c'est d'une certaine façon un peu un défaut aussi. Certains moments, et beaucoup de gens et beaucoup des gens avec qui je bosse chez Blanc me le disent aussi, à un certain moment il faut se poser et se dire regarde le chemin parcouru, regarde les chiffres, regarde l'équipe, etc. et on célèbre ça déjà. Mais c'est vrai qu'un peu naturellement, je vais être toujours sur « Ah ouais, mais il faudrait faire ça aussi, et il faudrait qu'on soit là, et ainsi de suite. » Et ça n'empêche pas d'être heureux, ça empêche pas, ça permet aussi, à mon avis, de toujours avancer. Et ce que tu disais tout à l'heure, là, on est la mode et au slow, à apprécier ce qu'on fait, etc. Je pense que tu parlais aussi de toujours trouver du sens dans ce qu'on fait. Trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est pas forcément directement lié à faire les choses lentement, à son rythme, etc. On trouve, et je pense que je parle pour l'intégralité de l'équipe Blanc derrière, on trouve énormément de sens à ce qu'on fait. On accompagne des dizaines de milliers d'entrepreneurs maintenant à créer leur entreprise, à la gérer au quotidien. On a envie d'en faire encore plus pour eux, on a envie d'accompagner encore plus. Et donc on trouve un énorme sens à ce qu'on fait, et néanmoins justement ça nous pousse à aller de plus en plus vite, à pas faire les choses lentement, non, à justement essayer d'aller en accompagner plus, d'aller offrir plus de valeur, d'aller développer notre produit, d'aller développer notre accompagnement. C'est plutôt dans l'autre sens. On a toujours envie de faire plus parce qu'on trouve du sens. Certaines boîtes qui justement par le slow se donnent du temps pour se retrouver. D'où dans votre cas à vous c'est plutôt l'inverse, et c'est hyper intéressant et c'est stimulant, et on adore ce genre de réponse. Et parfois dans d'autres entreprises, le fait d'avoir de passer par le slow, prendre des vrais temps de réflexion, permet d'accéder à ce sens qui au final c'était un peu perdu. Donc il y en a qui sont ultra dépendantes de ça, parce que si elles prennent pas le temps, c'est vrai qu'elles explosent un peu en vol. Et on avait dit juste avant avec Marion, qui était notre invitée juste avant toi, qui nous parlait de course marathon sur l'entrepreneuriat, qui était sur le temps long, du coup de pas se griller tout de suite et de pas mettre toutes les cartouches tout de suite, et en même temps savoir accélérer quand il faut accélérer, prendre les bonnes décisions. Je te l'ai dit au début de cet épisode, on est en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Il y a évidemment la question French Tech. J'aimerais bien te demander ce que tu penses de l'entrepreneuriat à la française. Est-ce qu'il y a un entrepreneuriat made in France ? Est-ce qu'il y a une manière d'entreprendre à la française, avec un état d'esprit, une manière de faire, un terreau, un accompagnement spécifique ? Je pense qu'il y a effectivement un entrepreneuriat à la française. Alors
peut-être qu'il est un peu plus large en Europe, c'est possible, j'ai pas encore suffisamment de feeling là-dessus, mais en tout cas qui est différent de ce qu'on peut voir aux US par exemple. Et la différence qui est un peu subtile, mais qui est très vraie, je pense, quand on est dedans, c'est la façon de concevoir une entreprise et la façon de concevoir la façon dont elle doit avancer. L'entrepreneuriat à l'américaine, il est très performance, et ce qui compte avant tout, c'est la performance de l'entreprise et la rapidité avec laquelle elle arrive. Il y a un truc supplémentaire, une espèce de supplément d'âme dans beaucoup d'entreprises qu'on trouve en France notamment, c'est le fait que certes, l'entreprise est là pour se développer, pour accompagner un maximum de clients, pour générer du chiffre d'affaires, c'est le cœur de beaucoup d'entreprises aussi, mais aussi l'entreprise c'est un ensemble de personnes qui vont passer 60, 70, 80% de leur temps à bosser pour cette entreprise, qui vont passer une partie de leur vie à bosser sur cette entreprise, et donc on doit faire attention à ce collectif, on doit faire attention à comment chacun s'y retrouve. Si on prend un peu de recul, Blank, on avance, on va, je l'espère, avoir encore plus de succès dans les années à venir. Mais à côté de ça, on a chaque personne de Blank qui aura donné 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de leur vie professionnelle à travailler chez Blank. Et j'ai envie que chacune de ces personnes-là aussi se disent ça m'a permis de me développer, j'étais content de ce passage-là, j'ai appris beaucoup, etc. Et donc on conçoit les choses à chaque fois des deux façons. C'est il faut développer l'entreprise. C'est notre raison d'être, c'est comme ça qu'on va avancer. Et il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il y a bien sûr accompagner les clients, fournir de la valeur, etc. Mais il y a aussi se dire, on fournit un écosystème, un environnement plutôt, à un ensemble de personnes, les 60 personnes actuelles et plus à l'avenir, qui permet à tous ces gens-là de donner leur meilleur parce qu'ils se développent personnellement, parce qu'ils sont dans le bon environnement, qu'ils apprennent, qu'ils ont les challenges qu'il leur faut, qu'ils peuvent se développer. Et les deux sont tout aussi importantes. Et j'ai l'impression que cette deuxième partie, elle est un peu plus présente dans les entreprises françaises qui font un peu plus attention au développement personnel que peut-être ce qu'on peut voir aux US. Ouais, mais c'est intéressant le point, et je trouve que c'est bien illustré sur le fait que tu l'aies prononcé, cette phrase, elle résonne sur le... ils ont passé 1 an, 2, 3 ans, enfin ils nous ont offert, ils sont passés chez nous, du coup vous les avez marqués, ils vous ont marqué, ils ont pris du temps, ils ont pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans de leur vie, en tout cas de leur parcours, leur carrière chez vous. Et je trouve que le fait de le dire, il y a un côté très je sais pas, assez sain de se dire tiens voilà, nous le deal il était simple, ils bossent pour nous, ils ont un salaire, mais c'est plus que ça, ils nous ont donné de leur temps, ils nous ont donné de leur point de vie, tu vois, chez nous, et parce que ils comprenaient le projet, ils l'aimaient, en tout cas de ce que tu me racontes, hein, ils y trouvaient du sens. Donc je trouve la formule assez adéquate avec la volonté d'une boîte à la française qui est censée être un peu plus pathétique, comme tu dis, avec un supplément d'âme, sans manquer d'humilité. Je pense qu'on peut dire ça sans manquer d'humilité, hein. Les Américains sont très chauds sur plein d'autres sujets, peut-être plus que nous, et on peut se dire aussi qu'effectivement on a un marché qui est peut-être parfois un peu plus sain ou un peu plus qui tend vers ça en tout cas. Et puis les deux sont très liés, c'est pas l'un ou l'autre, et justement se dire en fait la performance d'une entreprise, elle va venir aussi parce que j'ai une équipe qui justement est dans le bon environnement, a les bons challenges et que j'accompagne de la bonne façon, et ils ont envie de donner ce temps. Ça va donner la performance de l'entreprise à côté, et le fait de percevoir que les deux sont liés et générer de la performance de l'entreprise parce que l'équipe est bien, ça je pense c'est vraiment l'entrepreneuriat un peu, en tout cas tel qu'on l'observe en France. Je suis pas sûr qu'il y ait que en France, mais en tout cas tel qu'on l'observe en France. Non mais c'est bien, c'est important de prendre le pouls un peu, parce qu'on parle des entreprises qu'on soit, de leur métier, de leur business, mais c'est bien aussi de se reconnecter un peu au terreau et de quoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous inspire et dans quel environnement vous évoluez. Vous n'êtes pas dans une bulle, il y a d'autres boîtes, il y a un écosystème, il y a des accompagnements. C'est bien d'avoir votre retour là-dessus. Pour terminer cet épisode, Simon, j'aimerais bien que tu me donnes très concrètement des infos sur ce qui te plaît le plus dans ton job actuel, qui a évolué, qui a changé, etc. Et ce qui te déplaît le plus aussi. Alors, sans langue de bois, évidemment. Je vais essayer de faire ça. Ce qui me plaît le plus, il y a plusieurs aspects. Il y a un premier aspect qui est cet aspect un peu bac à sable. Le terme n'est pas très bon, mais je disais tout à l'heure, on a 60 personnes dans l'équipe. On a toute une plateforme avec déjà 20 000 comptes ouverts dessus, 20 000 clients qui nous font confiance. Enfin, il y a toute une base qui évolue de jour en jour.
et qui permet de se dire tout est possible. Je peux demain avoir une idée d'une nouvelle fonctionnalité, la faire développer parce qu'il y a les équipes pour la mettre à disposition de 20 000 personnes plus dans le futur et la mettre potentiellement dans 2 pays. Enfin, il y a quand même une base où si j'étais tout seul dans mon salon, ce serait pas du tout pareil. Ouais. Donc cet environnement, cette espèce de bac à sable qui va un peu plus loin de... Si j'ai une idée, je peux lui donner une chambre de résonance et en faire quelque chose de très gros. Ça, c'est un des aspects les plus passionnants. Et donc, c'est vrai sur des aspects produits, c'est vrai sur plein de choses, c'est vrai sur une organisation d'entreprise. On a envie de changer la façon dont fonctionne l'entreprise. C'est possible et on a des moyens de faire. On a envie d'aller chercher un type de client différent. C'est possible, on peut le faire. Il y a un environnement des possibles. Et après, par contre, la contraposée de ça, c'est faut être focus, faut pas partir sur tout et n'importe quoi parce qu'on a envie de le faire et c'est sympa et on a les moyens. Non, l'entreprise va dans une direction, mais ce champ des possibles, cet aspect bac à sable est assez incroyable. Et puis je suis aussi très content, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette aventure-là, c'est que c'est une aventure qu'on a montée dès le début sur un aspect très technologique et très produit. On intéresse nos clients parce que notre produit et nos services sont bons, et pas parce qu'on a les meilleurs commerciaux du monde. Et ça, c'est comme ça que j'ai voulu monter cette boîte dès le début. C'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. D'ailleurs, c'est très simple, on n'a pas de commerciaux. Et ça fonctionne très très bien. Et je suis content qu'on soit dans ce mindset et qu'on continue là-dessus, quoi. Les aspects qui me plaisent moins... J'attends cette partie-là, je l'attends. C'est la question la plus dure. En fait, le problème, c'est des choses qui sont très liées à tout l'entrepreneuriat, mais il y a un aspect qui est très compliqué à gérer. Non, je vais essayer de t'en donner un qui est moins langue de bois. C'est les aspects RH qui sont les plus durs. Les aspects RH, pourquoi ? Parce que quand tu as une entreprise, taille modeste par rapport à beaucoup d'autres entreprises en France, mais déjà de 60 personnes, en fait, un des temps principaux que tu passes en tant que dirigeant, c'est cette équipe. C'est gérer cette équipe, c'est les demandes de chacun, c'est les attentes de chacun, que chacun soit bien à sa place, soit exactement dans ce qu'il a envie de faire, qu'il ait bon challenge, tout ce qu'on se disait tout à l'heure. Gérer des problèmes RH quand il y en a, gérer les recrutements, etc. Et en fait, c'est là où il faut être. Honnêtement, c'est une de mes grosses valeurs ajoutées, c'est de savoir faire évoluer cette équipe. Et en même temps, je suis un ingénieur. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est développer, c'est de coder d'une certaine façon, c'est de développer des nouveaux services, c'est d'aller sur des nouveaux marchés. Et donc, parfois, devoir passer autant de temps sur cette équipe, c'est là où il faut être, c'est là où j'ai de la valeur ajoutée. Mais il y a un peu de frustration j'aimerais bien passer plus de temps... le nez dans le code quasiment. Ouais, plus à l'aise avec le Python qu'avec les demandes du CE. Mais ça serait une mauvaise idée. Ça serait évidemment une mauvaise idée parce que déjà l'ensemble de l'équipe de dev est bien meilleur que moi. Et de l'autre côté, c'est pas là où j'aurais le plus de valeur ajoutée. Donc, non, mais c'est important que tu nous. Mais c'est une petite frustration quand même. C'est important que tu nous dises parce qu'effectivement, chaque job, en tout cas le poste de dirigeant, a ses points positifs, négatifs et des points que tu aimes ou pas, que tu apprécies ou pas. Et c'était ma question pendant l'épisode aussi sur la partie RH. C'est pas la plus simple et elle est pas évidente pour tout le monde, et notamment il faut quand savoir on a lâcher en fait. Un profil ingénieur, parce que j'ai pas mal d'amis ingénieurs qui sont en poste qui je les connais et je sais que leur profil c'est pas des profils de RH, mais je trouve ça encore plus valeureux et vertueux de faire ce boulot, de se dire bon, c'est pas là où je suis bon et c'est là où je dois m'améliorer, parce que c'est de l'humain et que l'humain c'est compliqué, mais en même temps c'est le cœur de ta boîte, c'est ce qui fait que ta boîte elle avance et que tu grossis, tu grandis et qui fait bon vivre chez vous. Donc réponse sans langue de bois qui me parle, qui me va, qui je pense va aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Simon, pour terminer cet épisode, est-ce que tu peux me dire rapidement où est-ce qu'on doit attendre Blanc dans 5 ans ? Dans 5 ans, ça fait loin. Dans 5 ans, on pourrait être radicalement différent. On a une boîte qui a 2 ans, mais je vais essayer de te répondre. J'ai pris 3 ans à l'épisode d'avant, là j'essaie de monter avec 5 parce que on teste. Dans 5 ans, il faut qu'on soit largement présent en Europe. Comme je te le disais, on lance l'Italie là. L'Italie, ça va être un test si ça fonctionne bien. J'espère bien qu'on ne s'arrêtera pas là, c'est bien l'objectif. Notre objectif, c'est pas juste de s'étendre pour s'étendre. L'objectif numéro 1, c'est de permettre à un maximum de personnes de se lancer. Et ça, je pense que ça se fait si on dépasse les frontières, parce que finalement les indépendants ils se lancent de la même façon en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, et donc d'accompagner un maximum d'entrepreneurs qui se lancent, quel que soit l'endroit où ils sont, et je pense on est capable de faire notre métier, et on sera bon dans beaucoup de pays d'Europe, donc c'est là où il faudra nous attendre dans 5 ans. Bon, on y sera, en tout cas on vous souhaite d'y être, on vous regardera évidemment évoluer là-dessus. Merci Simon d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. Je rappelle qu'on l'a évidemment enregistré en direct du salon Go Entrepreneur à Paris. Merci évidemment à tous de nous avoir écoutés. Merci à French Tech
Est et French Tech Grand Paris de nous soutenir sur cette 4e saison de Charbon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi encore une fois. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.